Donc salut Tony, on est donc au salon de la figurine de Lavore et toi tu es présent pour l'antre du hobby, c'est ça? C'est ça, ouais, bonjour. Bonjour. Donc en fait c'est ton entreprise, c'est ce que tu as. Ouais, voilà, on a monté une auto-entreprise avec ma conjointe en mode impression, modélisation 3D, Ouais, service de peinture pour du jeu de plateau, de figurines. super. Alors est-ce que tu peux nous présenter ce que tu as fait là un peu Alors pour l'événement? là, on a un stade de Blood Bowl, de football, football américain fantastique. Ouais. Donc Donc ça c'est tout toi. voilà, tout nous du coup. Ouais. Pratiquement 2000 heures d'impression pour le dragon, un nombre d'heures incalculable de peinture, Ouais, normal, ouais. de Alors, l'impression 3D. en plus quand on s'y connaît un peu, on voit que c'est super. Là on voit pas du tout les traits d'impression. Est-ce que tu Voilà, as. alors après je fais des post-traitements avec du mastic, Ouais, ponçage, peinture, d'accord. voilà. Ok, donc par exemple, si on veut avoir un terrain de football, est-ce que sur ton site, etc. Alors voilà, on peut nous contacter sur Facebook par Messenger à l'entre Ouais, du hobby. Et tout est possible, hein. ok, On prend contact, on parle du projet ensemble, on met ça en place et puis ouais, on imprime, on peint, d'accord. voilà. Ok, est-ce que toi tu fais est-ce que vous faites de la création Alors, aussi ou est-ce que vous faites je fais de la on fait de la création. Ça va être beaucoup de décors, de bâtiments, de choses dans ce genre-là. Ouais, Après, on est surtout un service d'impression. ok, C'est-à-dire, il faut venir vers nous avec un fichier STL ouais, qui aura été acheté, trouvé sur des sites comme il en existe. ouais, Et nous, on va facturer vraiment un service d'impression. ok, Voilà. d'accord. Euh, on ne fait pas de plagiat. Ouais, ok, Ça n'en est pas question. On préfère que la personne aille chercher son fichier, ok, paye son fichier. Et nous, on fera facturer que l'impression. ok, d'accord. Est-ce que tu as autre chose à nous montrer que vous avez Ben fait? ici, voilà, on J'ai vu les a le petites statuettes là-bas dragon. quand même, c'est. Alors ça, c'est des statuettes qui ont été demandées par l'association des derniers Mamelouks spécialement pour l'événement, pour Ouais, récompenser tous les intervenants super, de la de convention. la convention. Voilà. En sachant que vous pouvez le voir normalement à l'image, mais il y a les superbes tables aussi que vous avez fait pour Voilà, 40K. toute la grande table 40K qui elle est entièrement à allez, 95% parce qu'il y a deux trois éléments Games Workshop. Ouais, Mais sinon, tout a été fait par l'entre du hobby. ok, Même le bastion impérial, ça c'est nous qu'on l'a modélisé, imprimé, peint. ok. Et tous les décors texturés, tout ça, c'est du fait maison. Et qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans la. Alors on va dire déjà je suis tombé dedans par mon père déjà tout jeune qui faisait de la maquette alors que j'étais bébé. Ouais, Après, à 12 ans, j'ai découvert l'univers Warhammer et depuis mes 12 ans, je peins, je ok. crée, voilà. Et ta femme aussi alors, c'est parce que. Alors ma femme, je l'ai fait découvrir tout ça et Ouais, j'y ai plongé à deux pieds dedans et j'y ai tout son soutien, heureusement. ok, super. Donc on rappelle pour. Peut-être que tu peux nous montrer une petite carte Oui, bien sûr. avec le visuel. Voilà. Voilà, donc je fais le truc. L'entre du hobby, donc création artisanale, vous pouvez les retrouver sur Facebook, Instagram. Et Tony et sa femme seront un plaisir Voilà, de vous répondre. on est à Ambre, exactement. Ok, impeccable. Voilà. Super. Allez, merci beaucoup en tout Ben, cas. merci à vous.
Donc bonjour, on est avec les membres du Souvenir français, donc de l'Avor. Le comité de Lavore. Voilà. De l'Avor Saint-Sulpice, C'est un peu compliqué. c'est ça. Alors c'est quoi le Souvenir français? Présentation. Alors, Le Souvenir français, c'est une association qui a été créée en 1897 dans le but justement de faire perdurer la mémoire des anciens combattants. Voilà. alors notre rôle, c'est d'entretenir, conserver, transmettre. Alors, entretenir les tombes, les monuments aux morts de nos anciens, conserver donc la mémoire. Et la troisième chose, c'est transmettre. Pardon, transmettre. Donc nous allons dans les écoles, dans les collèges, afin de travailler sur la mémoire avec les jeunes. Là, nous faisons un gros travail avec le collège de Lavore, le lycée de Lavore. Nous avons été en Provence les accompagner et ils nous aident en contrepartie à restaurer les tombes de nos soldats morts pour le combat. D'accord, C'est l'entretien, voilà. Voilà. On a de la chance à Lavore, on a un comité extrêmement jeune, comme vous pouvez la voir. Il y a Yoansi, qui est notre plus jeune porte-drapeau. Il y a Erwan, qui est Secrétaire et porte-drapeau. et secrétaire. Et moi-même, Bernard, je suis président de l'association, du comité, et porte-drapeau aussi du Rhin et Danube. D'accord, super. Et par exemple, des exemples de ce que vous avez fait cette année comme action Alors- concrètement sur la rénovation de monuments. Alors cette année, nous avons restauré une tombe à Marzens, entièrement. Nous avons répertorié plusieurs tombes dans le cimetière de Lavore. On a repéré quelques tombes à restaurer cette année. Ensuite, on va travailler sur un personnage qui est avec l'association du général de Gaulle. J'ai perdu son nom, excusez-moi. Général Sudre. Le général Sudre, donc. Nous allons restaurer sa tombe parce qu'il a été, il a fait le débarquement en Provence et ça rentre complètement dans nos compétences. Et nous avons repéré aussi, avec la mairie de Lavore, avec le maire, M. Carayo, nous travaillons sur la tombe du dernier Mamelouk. Ok, super. Et donc, Erwan. Erwan, comment on rentre dans le souvenir français? Pourquoi? Alors moi, je vais parler de mon expérience personnelle. Je suis rentré dans le Souvenir français. Premièrement, pour un ordre plutôt familial, c'est-à-dire que j'ai mon arrière-grand-père qui a fait la Seconde Guerre mondiale, comme beaucoup d'arrière-grands-pères, je pense. Et en fait, je ne sais rien de lui. En fait, quand il est rentré, il n'a rien dit à ses enfants, il n'a rien dit à ses petits-enfants. Et moi, je trouvais ça dommage et je me suis dit, en fait, à mon avis, je ne suis pas le seul dans cette situation. Et en fait, il faut faire perdurer la mémoire. Et du coup, c'est ce qui m'a vraiment poussé à rejoindre le Souvenir français. Après, j'avais déjà un copain qui était déjà dans le Souvenir français. C'est là qu'il m'a donné le contact de Bernard et j'ai appelé directement Bernard, on a discuté. Et c'est là que j'ai rejoint le Souvenir français en tant que porte-drapeau. Ok, super. Et toi alors? Souvenir français, pourquoi? Ouais, c'est parce que c'est mon grand-père qui m'a donné envie et de continuer avec lui. Et qu'est-ce que tu aimes bien dans le souvenir français? Me porter le drapeau. Porter drapeau, tu trouves ça bien? Oui. Super. En fait, on peut montrer le stand. Oui, tout à fait. Que vous avez, avec peut-être les différentes actions. Voilà, nous sommes sur toutes les cérémonies. Malheureusement, il y a des cérémonies un peu difficiles. Comme vous voyez Armand, nous avons été dernièrement à une dernière personne qui est décédée. On l'a accompagné. Après, à tous les monuments, le 8, le 11, le 14 juillet, le 19 mars, le 5 décembre. Nous sommes sur toutes les cérémonies. Ok, je vois qu'il y a aussi en classe là. Voilà, nous allons en classe. Nous allons en classe expliquer le souvenir français. Là, c'était la journée porte-drapeau des jeunes porte-drapeaux. Cette année, elle sera le 22 avril. Donc, Yoansi est allé, il a eu son diplôme, en sachant qu'en France, le souvenir français ne permet pas d'être porte-drapeau avant 16 ans, d'avoir le diplôme de porte-drapeau officiel donné par l'ONAC-VG avant 16 ans. Il faut avoir 3 ans de porte-drapeau pour pouvoir le demander. Alors vous avez par exemple Armand qui est là, M. Armand Pelé, qui est à la FNACA et qui est aussi membre du Souvenir français. Il a 25 ans de porte-drapeau, je crois, voire plus. Voilà.
Marguerite qui vient nous aider, qui était là avec l'ancienne équipe et qui est toujours avec nous. Et Alix qui est la trésorière de l'association. Il faut savoir que cette association elle est gérée, donc nous sommes à Lavore, Saint-Sulpice. Ensuite nous avons un délégué général qui lui remonte des informations à Paris. Cette association elle est d'intérêt général donc, et nous sommes gérés par Paris. Et si on veut adhérer au Souvenir Français, est-ce qu'il y a un site, une page? Alors, je vous laisse... Alors pour adhérer au Souvenir Français, il faut venir nous voir ou nous contacter par téléphone. On a une adresse, un téléphone pour passer directement vers nous sur dans notre Souvenir Français, dans notre comité. Voilà. Alors que si on passe sur le site, ça va à Paris. Voilà. Nous avons un site Facebook. Page Facebook et Une page Instagram. Facebook, voilà. Après, il y a le site Souvenir Français à l'échelle nationale. Voilà, c'est gentil. Voilà. Ok, impeccable. Mais super. Merci beaucoup. Merci à vous. Partenaire de l'événement, parce qu'il y a une Oui, partie tout à fait. On était. de la recette qui, C'est ça, une partie de la recette permettra de restaurer les tombes. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à venir pour faire un tour sur le stand du Souvenir Français. Voilà. Bonjour, ça va? Très bien et vous? Merci, ça va. Alors, tu es là avec ton association pour... Alors nous, on est là pour présenter l'uniforme et les différents matériels des soldats des différentes guerres du XXe siècle. Ok, donc 20e siècle, l'association s'appelle Les Diables Bruns. Les Diables Bruns. Vous êtes à peu près situé où? Alors on est une association vraiment basée sur l'ensemble de l'Occitanie. On est basé plus précisément à Montespan, à côté de Tarbes. Ok. Et tous nos membres en fait se répartissent un peu partout en France et plus précisément en Occitanie. D'accord, ok. Donc vous êtes à peu près combien dans la sauce? On est 40. 40. Est-ce que vous avez une page Facebook? On a une page Facebook, une page Instagram qu'on alimente assez régulièrement, où est-ce qu'on met en avant les événements et certaines pages historiques du pays qu'on représente en reconstitution. Alors le principe c'est quoi de la sauce? Qu'est-ce que vous faites? Alors le principe de l'association, c'est de la préservation de matériel dans un premier temps. Ouais. Donc on se déplace dans les vides-greniers, dans les sites spécialisés, on achète du matériel d'époque et on le met en valeur auprès du public. Donc comme vous le voyez ici, on présente du matériel qu'on a collecté et qu'on présente par différents thèmes et périodes. Ok. Et ensuite, c'est de porter les uniformes des anciens soldats, pour présenter aussi au public les différents conflits, les différentes périodes de l'histoire peut-être oubliées, de manière beaucoup plus pédagogique et ludique que dans un musée, parce que là, on autorise le public à toucher, à porter, et c'est beaucoup plus interactif pour le public. Ok, donc par exemple, dans quel type de manifestation vous pouvez être amené à intervenir? Alors nous, c'est la première fois qu'on intervient dans une manifestation de ce type. On a plutôt l'habitude, d'intervenir sur des cérémonies commémoratives, le 11 novembre, le 8 mai, le 14 juillet, ou sur des événements vraiment ponctuels où est-ce que des communes ou des associations nous contactent pour monter un bivouac. Donc monter un bivouac, qu'est-ce que c'est? C'est arriver avec le campement complet des soldats de soit 14-18, soit 39-45. Et on présente vraiment la vie autour du campement avec l'infirmerie, l'armurier, le foyer. Et la vie comme on pouvait la retrouver à l'époque à l'échelle 1. Et le public déambule dans cette machine à voyager dans le temps qu'on anime. Ok, super. Et comment on devient reconstituteur? Qu'est-ce qui toi t'a poussé à devenir... Alors déjà, c'est la passion de l'histoire évidemment. Ouais. La passion de la préservation aussi, de la mise en valeur. Et qu'est-ce qui m'a poussé à avancer jusqu'à la reconstitution historique? C'est la manière, on va dire, interactive dont on pratique notre passion, de pouvoir vivre l'histoire. Je trouvais que c'était 100 fois mieux que de la lire à travers un bouquin. Là, je pouvais me rendre compte de ce que c'était. Et puis, il y a tout ce côté amitié, de rencontrer des gens, de partager une passion en commun, plutôt que d'être tout seul à lire un livre dans mon bureau. Okay, donc là, quel uniforme tu as, par exemple? Alors moi, j'ai l'uniforme du 16e BCP, c'est un uniforme d'armée de libération. Okay. C'est une unité française qui a porté les uniformes américains
mais en gardant les coiffes traditionnelles des chasseurs alpins français. Et donc cette unité, elle a participé à la libération de Metz en 1944. Ok, et après tes collègues? Alors mes collègues là, ils ont deux tenues différentes, celle de la Première Guerre mondiale. Vous avez deux variantes, la tenue du début de la Première Guerre mondiale, qu'on reconnaît avec le képi rouge et le pantalon rouge, et l'évolution, mon collègue qui est en bleu horizon, et lui qui représente le poilu le plus connu de la Première Guerre mondiale. Voilà, ils représentent tous les deux le 15e régiment d'infanterie, qui est le régiment d'infanterie de Albi. Donc vraiment un régiment local, c'est celui qu'on représente et c'est le régiment que dont l'association garde les traditions. Donc vous voyez ici, on a à cœur de garder les tenues originales du 15e d'infanterie. Donc vous voyez un képi polo de capitaine du 15e d'infanterie, donc de la Première Guerre mondiale. Et ici, donc cette vareuse qui est aussi une vareuse originale du 15e d'infanterie. Vous voyez ici, 15e de ligne. C'est des uniformes d'époque qu'on achète et qu'on met en valeur, voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, auprès du public. Parce que nous, nos valeurs, notre doctrine, c'est de dire si on a des collections, c'est pas pour qu'elles restent enfermées, c'est pour les faire partager au plus grand nombre et pour qu'elles puissent être vues. Super. Je connais un peu les costumes historiques, mais pour plutôt les femmes. C'est vous qui les faites mais comment ça se passe? Alors, il y a différentes réponses à la question. Ouais, alors, il y a des reproductions qu'on va trouver sur des sites internet spécialisés en reproduction. Donc là, la capote et les deux capotes et même mes habits sont de la reproduction. Ouais. Mes guêtres, par contre, les cartouchières, la baïonnette, les fusils, ce sont des originaux. Ce sont des vraies pièces. Voilà, okay. C'est un mix entre les deux. Puis après, il y a des fabricants particuliers qui, eux, c'est leur métier, des couturiers professionnels et des chapeliers. Par exemple, les deux képis, ce sont des képis qui sont faits sur mesure par des artisans français, avec des matériaux français. Et donc, on est très fiers de faire marcher ce commerce-là, parce que ce sont des collègues reconstitueurs qui en plus de leur passion de reconstitueurs, mettent en pratique une passion d'artisan d'époque avec des techniques bien spécifiques. Alors là, moi, j'ai vu ça. Je veux intégrer la sauce. Où je vais? Comment ça se passe? Alors, tu peux nous contacter sur notre page Facebook via Messenger en nous mettant un petit message de ton intérêt pour l'association, par mail. Et sur la page Facebook, il y a toutes les informations qui permettent de rentrer en contact avec nous. Super, merci. J'espère que ça permettra de booster un peu les allées à Lyon. C'est gentil, merci beaucoup. C'était super boulot et c'était super bien. Parce qu'en fait, il y avait cette table-là, mais en fait, tout au long du salon, vous allez avoir des tables. Je crois qu'il y a Seconde Guerre mondiale. Alors oui, on fait... tout au long du salon, les différents espaces avec les époques. On fait 5 thèmes précis là aujourd'hui. Donc 14-18, la bataille de France de 1940, l'Algérie, l'Indochine et l'armée de libération, la partie FFI. Voilà. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, merci à toi. 3 citations. Ça c'est bien connu d'ailleurs des joueurs et des militaires. Aucun plan d'opération ne peut s'étendre avec certitude au-delà du premier contact avec la principale force de l'ennemi. Hein, on a tous connu ça, enfin pour les joueurs. Nous avons tous connu ça avec notre plan qui doit nous faire gagner en quelques tours, le plan infaillible, jusqu'au premier tour. Voilà. Donc ça c'était von Moltke, donc un général prussien qui a participé à la victoire prussienne en 1871. On le retrouvera tout à l'heure dans la conférence. Autre citation, la nature objective de la guerre en fait un calcul de probabilité. Il ne lui faut alors plus qu'un seul élément pour devenir un jeu, et cet élément, c'est le hasard. Et avec le hasard, l'imprévisible et la chance viennent y prendre une part considérable. Alors ça, c'est un autre général bien connu des joueurs et des historiens, puisque c'est von Clausewitz. Donc, pour information, Clausewitz était, on va dire, un ennemi à 100% de Napoléon, hein, c'était l'époque napoléonienne. Et il a écrit tout un tas d'ouvrages aussi sur la stratégie. C'était donc un stratège prussien. Et puis dernière citation. Un wargame, c'est-à-dire en anglais donc un jeu d'histoire ou un jeu de guerre. Moi j'aime pas trop ce terme, je préfère jeu d'histoire.
Un wargame est une tentative de se projeter dans le futur par le biais d'une meilleure compréhension du passé. Le wargame est une combinaison de jeux, d'histoire et de science. C'est une machine à voyager. Dans le magazine Vaevictis, Ouais. qui est un magazine de jeux d'histoire. Donc sur différents conflits. Alors actuellement je suis plutôt sur les conflits modernes. Mais sinon, de toute façon, dans le magazine Vaevictis, on peut traiter un peu tous les domaines, que ce soit jeux de plateau ou jeux de figurines. Et aujourd'hui, tu étais venu aussi pour une intervention où tu nous as parlé un peu de l'origine du jeu d'histoire en t'appuyant sur un ouvrage. Et tu as balayé le jeu d'histoire du début de période moderne jusqu'à la contemporaine avec la Seconde Guerre mondiale, etc. Jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Disons que alors le jeu d'histoire par lui-même remonte, par rapport à nos connaissances, à l'Antiquité, mais on le connaît réellement, il a réellement évolué à partir du XVIIe, XVIIIe siècle où des règles officielles ont commencé à être créées. Et donc effectivement la conférence parlait des différentes évolutions, mais surtout, là où j'ai vraiment insisté, sur le parallèle entre ce jeu d'histoire et surtout à l'époque utilisé plutôt comme des simulations, comme des prévisions, et ce qui se passait en réalité dans la vie réelle, et souvent avec des résultats qui étaient identiques. Ouais. Alors peut-être maintenant tu peux nous présenter la table que tu as faite aujourd'hui. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, on va dire que c'est une inspiration de la bataille de Dien Bien Phu, qui s'est déroulée du 13 mars 1954 au 7 mai 1954, et 8 mai même on peut dire, pour le dernier point d'appui qui s'appelait Isabelle, qui était plus au sud. Et donc ce terrain là où il y a d'ailleurs deux joueurs qui expérimentent. En uniforme en plus. En uniforme en plus, ouais. Alors très jolie table, hein, super. Et donc là on voit en fait les Vietnamiens, voilà le Viet Minh qui est à gauche, qui essaye de monter sur la colline. Sur la colline, on voit ici les pièces d'artillerie. Est-ce que c'est celui-là qu'on voit dans le chemin de fer c'est pas ça que c'est l'artillerie qui est directement sur les... Oui, alors oui, même si en fait les pièces d'artillerie, donc c'était celle du lieutenant Brunbrook. En réalité, elles étaient sur Dominique III, et je pense, alors ça c'est sur réserve, je pense que le terrain était un peu plus plat, en réalité. Hein. Là j'ai fait on va dire une pente, pour rappeler les pentes que devaient gravir les Vietnamiens, mais qui en réalité, là aussi, la pente est plus douce qu'en réalité. Et sur quel moteur de règle tu le fais tourner? Est-ce que c'est toi qui as adapté? Alors, normalement, ce terrain, je l'utilise avec la règle Bolt Action, et très prochainement avec la règle au contact, qui est une règle qui traite du moderne, mais qui va avoir un supplément Indochine. Et là, par contre, pour la convention, c'est on va dire une petite règle maison qui tient en une page. Pour simplifier les choses, parce que on ne peut pas expliquer une règle de 40 ou 50 pages en une demi-heure. Super. Merci beaucoup Jean. C'est avec plaisir. On se retrouve très vite donc, sur Vaevictis. Tout à fait, tout à fait. Allez, merci. À bientôt. Super. Impeccable. Pearl Harbor aussi qui a un effet loop. Ok, donc là après on a la vision bien plus large. C'est l'objectif de la flotte japonaise, bien sûr, de l'aviation japonaise, c'était de couler tous les bâtiments, et les porte-avions, mais bien sûr les porte-avions n'étaient pas là ce jour-là. Alors moi dans ma règle du jeu, parce que sinon le jeu peut être un peu saoulant, parce que détruire des bâtiments, il y a juste un petit peu de DCA, c'est pas très amusant. Alors moi je fais un jet de dés et éventuellement on peut se retrouver avec les porte-avions américains. Qui peuvent éventuellement se retrouver dans les parages. Et donc ça change complètement la donne. Et donc ça se joue en aveugle avec un arbitre. Et donc on a un plateau ici avec le Pacifique et l'île. Et puis on a ici toutes les caractéristiques qui sont importantes, les portées des avions, les déplacements, etc. Ça permet de tracer. Et puis il y a un arbitre, il y a une planche là-bas pour les Américains. Et il y a une sorte de reporting,
quoi? C'est un PowerPoint ou un reportage? C'est moi qui fais le film. Ouais, c'est ça, ouais. Alors j'ai fait la base en 3D. Ouais, et puis voilà, donc je fais un petit film pour montrer un peu. Très belle table. Voilà, et puis là j'ai fait juste, c'est pour du figuratif en fait, des figurines. Bon, ça c'est les gens voient visuellement en fait. Voilà ce qui s'est passé. Donc ça c'est le corps expéditionnaire. Bon, c'était 6 porte-avions, 3 croiseurs lourds, etc. Et puis ici c'est la première vague qui va attaquer l'île. Ici vous avez le schéma à chaque fois. Différentes vagues. Voilà, la première vague. Ici, la deuxième vague est en train de décoller, elle va se former, elle va attaquer 1 heure après la première. Voilà, ici c'est pour situer qu'en fait Hawaï est quand même assez perdu dans le Pacifique. Ouais. Et en termes d'échelle, au niveau des navires, on est sur du combien à peu près? Alors c'est du 1 pour 1000, mais souvent il y a plusieurs échelles parce qu'en fait sinon on ne verrait pas les sous-marins, on ne verrait pas les bateaux, on ne verrait pas les avions, on verrait... Bon. Donc ça respecte... Il n'y a pas une seule échelle, vous voyez que les avions, bon, parce que sinon on ne les verrait pas. Bon, j'en ai fait des gros pour que ça fasse un peu visuel. Oui, parce qu'en fait c'est une table à la fois pour jouer, mais pour aussi montrer expo, un peu expo, etc. Sinon, on pourrait jouer que sur les 2 plateaux là. Et puis ici, on pourrait uniquement regarder ce qu'on a détruit ici dans les ports, quoi, vous voyez. Donc là, on a tous les schémas avec... par exemple, le Soryu doit attaquer ça à la première vague. Tu représentes, vu que tu ne joues pas l'avion, tu vas représenter quoi? L'escadrille Alors en fait, on joue... je me targue de jouer le Pacifique à l'échelle 1 pour 1, c'est-à-dire un avion, un bateau, un avion, un avion. Okay, donc ici, tu as... En fait, et ça se joue très facilement, c'est-à-dire que ici tu as le nombre d'avions, voilà, c'est une grosse escadrille, mais sinon tu peux tomber sur des escadrilles beaucoup plus légères, il y a 6 avions, bon, ça c'est historique, hein, avec les bombes spécifiques emportées, etc. Ok. Et donc voilà. Top, alors pourquoi cette passion pour le Pacifique ou le naval Alors le naval, moi j'ai une passion pour toutes les lettres de l'alphabet, le A c'est les avions, le B c'est les bateaux, le C c'est les chars, bon. Donc après je peux faire tout l'alphabet comme ça. Donc en fait le combat c'est avion, bateau et les combats. Là ça a résumé les 3. Donc je me suis dit. Et puis j'avais la collection. Je peux la laisser dans un tiroir. Ou bien. Est-ce que c'est la première fois que tu refais comme ça à cette échelle-là toute une bataille ou c'est quelque chose que tu as... Alors j'ai déjà fait du napoléonien. J'ai fait des batailles de Waterloo, de Rivoli. J'ai fait plusieurs batailles et puis je faisais aussi de la Seconde Guerre mondiale en démonstration. Donc salut, on est avec l'un des gérants de Sabretage. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc tu as une boutique qui est sur Toulouse. Ouais, tout avec à fait, ton frère. Au 1 bis rue Paris-Lénière avec mon frère Philippe, moi c'est Olivier. Ok, et donc qu'est-ce que vous faites à Sabretage? Qu'est-ce que vous vendez? Alors à Sabretage, on fait beaucoup de choses. On va faire de la figurine de collection et de jeu. On va faire tout ce qui permet de peindre les figurines, le soclage, le flocage. Donc dans différents univers, historiques, fantastiques et médiéval fantastique ou science-fiction. On va représenter donc diverses marques. Et on va faire aussi de la figurine de collection du soldat de plomb à l'ancienne. Alors, après, on a aussi une grosse activité sur le jeu de société. Tout à fait, oui. Donc on fait toutes les marques classiques de jeux de société. Voilà l'essentiel de notre activité. Donc là aujourd'hui au salon, tu es venu avec quoi? Qu'est-ce qui marche bien? Alors, le salon était spécialement destiné à la figurine de jeu. Donc on a amené plutôt de la figurine. De la figurine sur Star Wars Légion. Le trône de fer. Donc on va avoir des tas de jeux. On va avoir également tout ce qui va servir pour faire des décors comme ceci, avec les boîtes. Et puis on va voir beaucoup des livres de règles. Du Force Grave, du Saga. Et de la figurine historique, donc Premier Empire, médiéval, Antiquité. Donc là il y a du Osprey, là il y a du Perry, là on voit du Fireforge. Un échantillon de toutes nos marques. On a mis de la peinture, des bombes de sous-couche et du petit matériel qui va permettre de socler, de démonter, tout ça. Ok, super. Et donc moi je suis toulousain, comment je peux vous contacter? Comment ça se passe? Eh bien, est-ce que vous avez une page Facebook? Est-ce que vous avez... Oui, tout à fait. Alors, on a une page Facebook qui est Sabretage. Donc, on a mail, téléphone. Ok. Donc, avec la carte, ici, qui est là.
De manière, le contact, je vous le mettrai en lien. Donc voilà, ça s'affiche. Donc on vous accueille à la Ouais, c'est quoi les ouvertures? Alors du mardi au samedi 10h30, 12h30 et 14h-19h. Ouais. Et on peut faire aussi de la VPC sans problème. C'est ça. Vous appelez Olivier, vous lui dites ce qu'il faut et normalement voilà, vous le recevez dans les temps de la livraison. Voilà, donc en général, moi je passe aussi avec Sabotage pour tout ce qui est péri aussi. Oui, voilà, tout à fait. pour tout ce qui est font listo. Voilà. Ben, merci beaucoup. C'est moi qui te Allez, remercie, Jérémy. À bientôt. Ciao.